Nous sommes sur le point de conduire nos prisonniers hors de ce secteur en effervescence, quand une foule croissante et menaçante entoure dangereusement les miliciens. Il y a là une cinquantaine de personnes sorties de leur maison durant l'incident et qui manifestent une agressivité à peine contenue à l'égard de 4 hommes. Les prisonniers sont entourés et nous essayons de les dégager. Mais tous ces gens n'entendent pas de cette oreille. Ils refusent de nous laisser passer. Ces hommes sont nos prisonniers, leur dit notre caporal-chef. Ils doivent être livrés à la justice. Ce sont des criminels, lui répond un homme qui se tient devant lui. Ils nous ont torturés, ils ont tué des membres de notre famille. C'est à nous de nous en occuper. La tension monte de minute en minute, et nous ne voyons pas comment nous sortirons de cette impasse. Je sens qu'on vient de me subtiliser le revolver, et je ne suis pas assez rapide pour éviter le drame. À bout portant, la jeune femme parvient cette fois à ses fins. Elle vide le chargeur sur 2 prisonniers. Et si elle empoignade entre la foule qui se jette sur les 2 autres et nous qui essayons de nous interposer pour éviter le lynchage. Nous ne sommes pas de taille à contenir cette foule déchaînée. Les miliciens reçoivent des coups de pied sur tout le corps. Leurs habits sont déchirés, ils sont piétinés, et je vois même un homme muni d'un couteau qui tente de se frayer un chemin pour s'apprêter à faire valoir ses talents de boucher. Les miliciens ne doivent leur salut qu'à l'arrivée opportune des troupes commandées par Joachim et Joseph. Ceux-ci tirent en l'air des rafales de mitraillettes. Tout le monde s'allonge à terre, croyant à l'arrivée des Allemands. L'incident est considéré comme clos. Les miliciens ont de la chance. Ils regagneront la prison sous bonne escorte. Exécutant l'ordre de Joseph, les habitants emmènent les corps du malheureux FFI et des miliciens. Quant à la jeune femme qui m'a volé le revolver et a tiré sur les miliciens, elle est assise sur le palier de la porte et de la maison et pleure. Un vieil homme détenu par les miliciens nous apprend que la jeune femme est l'unique rescapée de toute une famille. Tous les siens ont été atrocement torturés avant d'être tués sous ses yeux. La nuit précédente, sa jeune sœur a été l'objet de sévices, puis a été violée par tous les hommes de la milice. Ces derniers se réservent toujours les femmes pour la fin. En fouillant la maison, nous trouvons les corps de tous ses parents, ainsi que de ceux de personnes non identifiées. 8 cadavres sont entassés dans la cave. Joseph me désigne avec Djilali pour la raccompagner au roucas blanc. Un autre officier, que lui l'aurait certainement laissé devant la maison et ordonné aux troupes de poursuivre leur chemin. Mais ainsi est Joseph, une immense générosité dans un esprit agile. En arrivant devant elle, un appartement situé au 3e et dernier étage d'un petit immeuble, nous remarquons des traces d'effraction sur la porte, malgré une tentative de réparation soignée. En voyant l'état de sa porte, elle recule et pousse un cri aigu. L'arme au poing, Djilali défonce la porte, et nous entrons dans la maison prêts à tirer. En guise d'ennemis farouches, il y a simplement un couple de personnes entre 2 âges installés paisiblement dans l'appartement. Nous croyons à la méprise tant elles paraissent inoffensives. Je pense même à l'instant qu'elles appartiennent à la famille de la jeune femme. L'appartement est en ordre et semble n'avoir subi aucun vandalisme. Le couple est visiblement surpris de nous voir
mais il est davantage en voyant surgir la jeune femme du palier. De toute évidence, ces trois personnages se connaissent. Le couple paralysé reste sans voix. Puis la jeune femme dit simplement « Ce sont les voisins du rez-de-chaussée. C'est eux qui nous ont dénoncés à la milice. » Elle paraît si absente que je suis étonnée de l'entendre parler. Pourtant, ses paroles ont sur nous un effet retentissant. Simultanément, sans aucune concertation, le fusil de Djilali et mon FM exécutent sur le champ la sentence de la justice. Les deux individus commencent le voyage éternel dans le royaume de l'enfer. La jeune femme n'a pas sourcillé devant l'exécution. Plus rien ne semble la surprendre. Elle replonge corps et âme dans un monde étranger, s'affale sur le fauteuil et ferme les yeux. « Voulez-vous que nous demandions au voisin de vous tenir compagnie ?» lui dis-je. Elle répond négativement de la tête, absorbée par des pensées mystérieuses. Elle n'accorde qu'un intérêt mineur à notre présence. « Vous avez besoin de quelque chose ?» demande Djilali. Elle ouvre les yeux, puis nous observe. Elle revient un peu à elle. Ce doit être la première fois qu'elle nous remarque. D'une voix monocorde, elle nous répond « Non, ça ira très bien. Merci. Merci pour tout. » Puis, s'adressant à moi, elle ajoute « Ne m'en veuillez pas pour tout à l'heure. Je devais le faire. J'ai tellement souffert. » Et elle éclate en sanglots. Nous nous comprenons. Nous aurions réagi de la même façon. Que répondre d'autre quand on sait de quel cauchemar elle sort? Qui peut prétendre affronter dignement une telle épreuve? En descendant les escaliers, nous nous arrêtons chez les voisins. Nous leur demandons d'enlever les cadavres de la maison et de s'occuper de la jeune femme. Nous ne savons pas de quoi elle est capable dans son état. Mais pour l'heure, nous ne pouvons rien faire d'autre. La libération annonce d'affreux drames semblables. Les jours prochains seront une nouvelle et terrible épreuve pour bien des gens. Nous l'avions constaté déjà en Italie. Les règlements de compte vont se généraliser. Mais surtout, combien de personnes sont dans le cas de la jeune femme? Parviendront-elles à surmonter ce qu'elles ont enduré? Parviendront-elles seulement à survivre? En allant au-devant de notre groupe, les Marseillais nous arrêtent pour nous féliciter et nous offrir des fleurs. Parmi eux, les larmes aux yeux, un homme qui tient sa petite fille dans les bras nous dit « Bravo les gars, les Marseillais sont fiers de vous. » Puis il nous demande si sa fille, qui nous a offert des fleurs, peut nous embrasser. Le baiser de la gamine est notre plus beau cadeau depuis le début de la guerre. Ces marques de fraternité pèsent lourd dans l'idée que nous faisions ou que nous faisons de la France. Pour reprendre l'expression de Djilali, Marcel en dévoile le vrai visage. Marseille. Le lendemain, en milieu de journée, c'est la capitulation de l'armée allemande. En quelques heures, toute la population de la ville sort dans les rues. Et cette fois, à l'inverse de l'Italie, nous comprenons parfaitement ce que nous disent les habitants. Cependant, nous avons peu le loisir de partager leur joie. Nous sommes totalement épuisés par les marches forcées et les combats.
mais surtout parce que nous devons protéger les collaborateurs et les miliciens contre une mort certaine. La population est montée contre eux à un tel point qu'ils ont beaucoup de chance que nous nous interposions pour les remettre aux autorités provisoires. Curieusement, les collaborateurs notoires ne se démontent pas devant leurs anciennes victimes. Malgré les violences physiques dont ils sont l'objet, certains insultent leur agresseur et crient « Vive l'Allemagne, à bas les bolcheviks !» Parfois nous arrivons trop tard et nous trouvons les collaborateurs sérieusement mal en point. Je me souviendrai toujours de cette femme que la population entièrement dévêtue et rasée, poussée dans la rue à coups de pied et injuriée. Elle avait des contusions et des plaies sur tout le corps. Les gens, dans leur haine, voulaient l'étriper et l'écarteler sur la place publique. J'ignore ce qu'elle a fait pour mériter ce traitement, mais j'éprouvais tout de même de la pitié pour elle. En nous permettant enfin d'aller dormir, on nous accorde une immense satisfaction. On nous a réservé des chambres dans un hôtel situé sur la place de la préfecture. Quel luxe de s'allonger dans un vrai lit. J'en profite pour dormir 12 heures d'affilée. En ouvrant la fenêtre de ma chambre, je constate que la place de la préfecture est noire de monde. Tous les habitants qui ont fui regagnent maintenant leur maison, tirant les charrettes surchargées. Certains ont presque tout emporté avec eux. Des matelas, des meubles, des valises en toutes sortes d'objets encombrants. De nombreux groupes discutent sur la place. Les vendeurs de journaux font fortune, car les files d'attente ne désemplissent pas. Il y a beaucoup de gens qui prennent goût à déambuler sur le trottoir. Ça doit les changer du couvre-feu. La vie normale reprend ses droits au milieu d'une grande agitation. Notre capitaine-chef Barazini vient nous prévenir qu'après le défilé de la victoire qui aura lieu dans les prochains jours, on nous accordera 1 semaine de permission. Elle sera la bienvenue. Je n'oublie pas que la guerre est loin de s'achever. Marseille n'est qu'une étape de notre expédition. Nous ne tarderons pas à reprendre la route à la poursuite des Allemands. Notre mission étant d'obtenir la capitulation totale de l'armée allemande, personne ne peut prédire le temps qu'il nous faudra pour atteindre cet ultime objectif. Et il nous faut beaucoup de lucidité en nous réveillant pour nous rappeler à cette réalité. Marseille nous a presque convertis à l'idée que nous étions au terme de la guerre. Joseph s'est occupé de demander des nouvelles de mes frères. J'apprends ainsi que Tahar se porte bien, mais personne ne peut nous donner des nouvelles de Brahim. En tout cas, je n'ai pas de souci à me faire. Il n'est ni sur la liste des blessés, ni sur celle des morts. Puis, Joseph m'invite à passer le restant de la journée en sa compagnie. Nous nous rendons sur le vieux port et nous nous installons à la terrasse d'un bar. Le patron de l'établissement nous reçoit comme des princes et nous offre de boire gratuitement tout ce que nous souhaitons. Joseph écrit une lettre à ses parents. Le temps pour moi de boire mon café et de contempler le transborder à moitié détruit. Joseph a déjà noirci 5 feuillets. J'ai beau tenter de rassembler tout ce que j'aurais pu dire à la famille depuis mon départ du Douar, je constate que je ne parviens pas à dépasser la 2e feuille, même en rajoutant les menus faits sérieusement embellis. Je confie à mon ami, nous sommes bien arrivés à Marseille, je me porte comme un charme, j'espère que vous allez bien
je vous salue. Cela ne remplira jamais un volume. Tu racontes la vie depuis la naissance? C'est tout comme, me répond Joseph en souriant. Tiens, me dit-il en me tendant les feuilles, tu n'as qu'à lire. Cela ne se fait pas, Joseph. Mais si, je n'écris pas à ma fiancée. Ce que je dis n'a rien de confidentiel. Tu peux lire, je t'assure. Prends les feuillets et un peu gêné, je les parcours. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.